Alors, le cisaillement transverse pur, qu'est-ce que c'est? Le cisaillement transverse pur, c'est lorsque on a un effort tranchant, donc un effort orthogonal à la ligne moyenne, qui a tendance à faire descendre une partie de la section par rapport à une autre. Souvent, le cisaillement transverse n'est pas pur, c'est-à-dire qu'il va induire lorsqu'on s'en éloigne de la flexion. Ici, on va supposer qu'on n'a que du cisaillement pur, on voit un rechargement carré qui est ici, et lorsqu'on applique l'effort TY vers le bas, on voit qu'ici, on va avoir un glissement de la surface ici vers le bas, et on va voir apparaître une déformation de cisaillement qu'on appelle gamma. Donc si on voit en 3D, on voit exactement la même chose avec ce glissement. Donc TY, il est perpendiculaire à l'axe de la poutre, et on va pouvoir relier taux, il va être égal à TY divisé par S la section. C'est-à-dire que si j'applique une contrainte taux qui est la même en tout point de ma section, que je mette à n'importe quel point ici, petit taux, et ben on voit que tous les points vont monter de la même quantité. C'est-à-dire que mon carré est resté un carré ici, sauf qu'il s'est juste déplacé vers le haut. Et donc on peut écrire que taux Y, la contrainte de cisaillement, est égal à TY divisé par la section. Donc voilà les équations pour du cisaillement transverse pur. J'ai un torseur de cohésion qui a cette tête-là, c'est-à-dire que j'ai uniquement une sollicitation de cisaillement, donc suivant Y ou suivant Z, c'est pareil. On écrit que taux, la contrainte, est égale à la force Y, TY divisé par S la section. Ensuite, on va avoir la loi de Hooke qui dit que taux est égal à G fois gamma. C'est-à-dire que mon gamma, c'est ma déformation de cisaillement, qui est comme ça, qui vaut dv sur dx, c'est-à-dire le déplacement vertical divisé par la longueur initiale dx de mon carré. Donc taux est égal à g gamma. Et la dernière chose, c'est le déplacement, en disant que gamma est égal à dv sur dx, le déplacement vertical. Et on pourrait trouver le déplacement vertical qu'il y a. Sauf qu'en général, lorsqu'il y a du cisaillement, ce déplacement-là est quasiment nul. Alors, dernière petite remarque, si je prends un carré qui est comme ça, sur lequel j'applique un effort, grand T, un effort tranchant, on voit qu'après déformation, on a eu du cisaillement, puisque on a bien quelque chose de type un déplacement vertical pour une poutre qui est orientée sur l'axe X. Maintenant, si je m'intéresse aux diagonales de mon carré, grand A et grand B, et que je les retrace à nouveau ici, on peut remarquer que ces diagonales sont toujours orthogonales. Par contre, on a grand A qui s'est allongé et petit b qui s'est diminué. Autrement dit, si au lieu de mettre mon repère dans cette direction-là, si au lieu de faire ça, je m'étais mis un repère dans la direction AB, c'est-à-dire un repère qui est orienté à 45 degrés par là et par là, et bien on peut voir qu'en termes de matière, si je redessine un carré au milieu de ça, ce carré-là se serait allongé dans la direction A et rétréci dans la direction petit b. Autrement dit, en grand B, on aurait de la compression, et en grand A, on aurait de la traction. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'en fait, du cisaillement, ça peut aussi être vu comme de la traction-compression, suivant dans quel cas on se place. Nous, en résistance des matériaux, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas apparaître. Pourquoi? Puisque nous, notre axe de poutre est notre axe d'étude des contraintes et des déformations est toujours orienté par la direction de la poutre, donc par la direction X. Et donc, si c'est du cisaillement, c'est du cisaillement. Mais ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, suivant le repère qu'on choisit, suivant la base qu'on choisit, eh bien, on peut avoir une sollicitation qui change.